Aujourd'hui, je vais vous parler des micros. Vidéo divisée en 3 parties. Première partie, nous allons parler des types de micros. Deuxième partie, des directivités. Troisième partie, ce sera des conseils techniques quant à l'utilisation de tel micro sur telle source, par exemple, ou éventuellement un guide d'achat sur un premier micro à acheter, selon moi. Donc, première partie, les types de micros. Nous avons plusieurs grandes catégories. Première catégorie, nous allons avoir le micro dynamique. Ensuite, nous allons avoir la catégorie des micros électrostatiques à condensateur, plus communément appelés statiques ou électrostatiques ou stat tout court. Ensuite, nous allons avoir les micros à ruban, les micros piezo et les micros électrés. Alors, pour le micro dynamique, c'est un micro qu'on va retrouver généralement sur scène, beaucoup. C'est un micro qui est robuste, qui a une restitution et une définition pas trop élevée, qui va surtout servir à faire de la prise de proximité. Généralement, c'est un micro qu'on peut tenir à la main en concert. En général, ce que vous voyez, ce sont des dynamiques. Donc, pas très sensible, il va difficilement reprendre ce qui se passe très loin. C'est pas un micro qu'on va mettre à 3 mètres de la source pour enregistrer. C'est pas son domaine. C'est un micro qui est vraiment fait pour faire de la proximité à la source sonore, que ce soit une caisse claire, ou une voix, ou un ampli guitare, etc. On est vraiment dans quelque chose de proche, avec une définition pas trop élevée. Qualité de fabrication, généralement c'est super robuste, ça résiste plutôt bien aux chutes, ça vieillit pas trop mal. Voilà, ce sont des micros vraiment passe-partout qu'on peut jeter dans une mallette, c'est très bien. Ensuite, nous allons avoir le statique qui va être beaucoup plus utilisé en studio, aussi énormément utilisé en live pour certaines applications. Mais sinon, globalement, c'est ce qu'on va majoritairement voir le plus souvent. C'est le micro avec des élastiques, par exemple. Donc ce micro-là va vous permettre d'avoir une meilleure restitution. C'est la sensibilité est bien plus évoluée que sur un micro dynamique. On pourrait prendre une mouche qui passerait dans une pièce avec, par exemple. On peut aussi enregistrer très loin de la source. On peut placer le micro à 3 mètres de la source, en équilibre avec le préampant bien sûr, mais on peut le faire pour aller récupérer par exemple le son de la pièce. Il le fait très bien. On peut faire de la proximité donc et du son très éloigné. On peut l'utiliser en couple, etc. Enfin bon, il y a plein d'utilisations. Dans cette même catégorie de statique, nous allons pouvoir mettre le micro à lampe. Peut-être que les électroniciens vont grincer des dents quand je vais dire ça, mais globalement, c'est un statique avec une lampe dedans pour réchauffer le son. Pour faire quoi? Donc, ce type de micro-là, c'est le plus répandu, beaucoup plus fragile par contre qu'un micro dynamique. Il ne supporte généralement pas très bien les chutes. C'est une mauvaise chute et ça peut être la fin de la capsule. Et surtout, il va nécessiter une alimentation en 48 volts pour pouvoir fonctionner. Donc l'alimentation qu'on appelle alimentation fantôme sur votre carte son ou plus 48 si vous voyez ça, en gros c'est ce qu'on appelle une alim fantôme et on aura besoin pour votre stat ou votre micro à lampe éventuellement. Ensuite nous avons le micro à ruban, très vieille conception. Si vous récupérez un vieux micro des années 40, 50, 60, il est fort à parier que ce soit un micro à ruban. Moi, c'est un type de micro que je vous déconseille d'acheter en premier micro, puisque c'est un micro qui est très fragile. On peut plier le ruban juste avec une forte pression acoustique. Ça veut dire juste avec la source qu'on envoie devant le micro, si la pression acoustique est trop élevée, on peut plier le ruban. Donc, c'est très fragile, ça demande beaucoup d'entretien dans le stockage, etc., etc., etc. Bref, en premier micro, je le conseille pas. Pour l'utilisation. Après au niveau du son, on est sur des aigus qui sont beaucoup plus feutrés, très agréables, très doux dans le haut du spectre. C'est assez particulier, c'est très agréable sur des cuivres par exemple. Enfin voilà, il y a plein d'applications qui peuvent être très intéressantes, mais vraiment évitez les micros à ruban en premier micro. Vraiment évitez. Ensuite, nous avons le micro piezo. Le micro piezo, c'est ce qu'on va trouver dans des électroacoustiques. Souvent, c'est un micro piezo. C'est pas un micro qui va capter les vibrations qu'il y a dans l'air, puisque en réalité la source sonore avec le micro, c'est l'air, c'est les vibrations, les ondulations dans l'air qui vont être captées par le micro, par la capsule. Le micro piezo, lui, va capter les vibrations de la masse de l'instrument. C'est-à-dire que généralement, il est embriqué dans l'instrument et l'instrument vibre. Le bois, par exemple, va se mettre à vibrer et le piezo va venir le capter. Alors, pour l'exemple, je vous ai sorti ma clarinette qui, elle, je peux la monter avec un micro piezo. Pas pour le studio, mais pour le concert. Quand tu es sur scène, que tu as 10 à 15 personnes autour, 10 à 15 musiciens, ou tu as un batteur qui avoine comme un sauvage à 2 mètres, sur une clarinette, si on joue un peu piano, ça envoie pas beaucoup de volume. Donc le piezo, c'est très bien parce que ça reprend que la clarinette. Ça va pas reprendre de batteur qui est à côté ou l'autre musicien qui est à côté, etc., etc. Et ça, c'est génial. Donc la restitution est loin d'être elle est loin d'être parfaite. Ça retranscrit pas
loin de là parfaitement l'instrument, il faut le travailler derrière, et même en le retravaillant, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais au moins on peut le capter. Parce que si on reprend l'instrument, que c'est super beau quand c'est en solo, qu'il est tout seul, mais que dès qu'on met un musicien à côté, bah, ça sonne plus et qu'on peut rien faire, bah, ça sert à rien. Donc il faut que ce soit exploitable. Donc ça permet de rendre une source exploitable. En live, c'est très très bien. En l'occurrence, avec ça, bah voilà, c'est à ça que ça sert. Ça peut être aussi très utilisé ou très agréable en studio, hein. Pourquoi pas pour un jeu de style, parce qu'on peut vouloir avoir un son très étouffé, on peut en avoir besoin, mais globalement ce ne sera pas le top, le top à utiliser. On ne s'orientera pas forcément trop là-dedans. Et ensuite, nous avons le micro électré, qui est comme un micro électrostatique, qui va nécessiter une alimentation, sauf qu'elle n'est pas en 48 volts, elle est beaucoup plus faible. Généralement, ces micros-là sont auto-alimentés avec une pile. Ce sont des micros, quand vous pouvez mettre une pile dedans pour l'alimenter, en règle générale, c'est ce qu'on appelle un micro électré. Donc, c'est aussi ce qui équipe les smartphones, ce sont des micros électrés. Qualité de fabrication bien moindre, c'est une meilleure sensibilité qu'un micro dynamique, mais moins bonne qualité général, on va dire, qu'un micro électrostatique. Voici les différents types de micros. Maintenant, on va parler des directivités. Un micro va capter de plusieurs façons différentes. Sur les micros dynamiques, en règle générale, et juste en réfléchissant comme ça, je ne crois pas me souvenir d'un seul micro dynamique qu'on puisse changer la directivité. Donc, c'est une directivité qui est fixe. On ne peut pas la bouger. Ce qui n'est pas le cas sur un statique, on peut bouger cette directivité. Sur un statique, souvent, il y a un petit bouton qui permettrait d'aller changer, de passer en omni à cardio par exemple, ou cardio, hyper cardio, etc. C'est possible. Alors les directivités, nous avons l'omnidirectionnel qui va prendre à 360 autour du micro. Ça va prendre tout ce qui se passe autour. L'intérêt de l'omni, c'est d'avoir des prises plutôt naturelles et de surtout prendre ce qu'on va peut-être entendre avec l'oreille humaine, puisqu'on va reprendre l'acoustique de la pièce en même temps. Donc ça va être le principe de l'omni. Difficilement utilisable par exemple en groupe, puisque le problème c'est que on va reprendre aussi les musiciens à côté, donc ça devient un peu dur. Si on le met devant un violoncelle par exemple et qu'on veut capter quand même à peu près que le violoncelle et de pas reprendre trop ce qui se passe autour, si autour il y a quand même du monde, malheureusement en omni ça va aussi reprendre énormément ce qu'il y a autour, donc ça peut être difficilement travaillable. Donc on va peut-être éviter. Ensuite nous avons le bidirectionnel qui va reprendre devant le micro et derrière le micro. Position qui a perdu beaucoup d'intérêt depuis pas mal d'années maintenant, mis à part pour des jeux de style, on va justement voir juste après pourquoi, mais globalement cette captation-là était surtout très intéressante sur certaines sources à l'époque pour pouvoir économiser des pistes sur l'enregistreur et des préamps. Ça veut dire qu'on pouvait avoir deux sources sonores sur la même piste et sur le même micro. Et sur le même préamp. Donc c'était plutôt avantageux. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de limites sur les entrées, sur les pistes, sur les préamps. Enfin voilà, on a plus forcément ces limites-là. Donc on n'a plus forcément le lieu d'utiliser. Non, il n'y a plus lieu. En jeu de style, par contre, oui. Par exemple, sur une batterie, pour une batterie très jazz, de mettre un bidirectionnel entre la caisse claire ici et le charlet ici, c'est assez intéressant sur la capsule. Ça va vraiment donner un jeu de style qui va être très proche de comme on pouvait faire à l'époque pour enregistrer des batteries. Et ça marche très bien sur du jazz. Mais là, on est vraiment dans de la captation de jeu de style. Le bidirectionnel aussi va servir pour un couplet mess. Mais je ne vais pas vous exposer le mid-side là, ça vaudra peut-être une vidéo pour elle seule. Qu'est-ce que le mid-side et comment en faire. Mais effectivement, là, il faudrait le bidirectionnel. Sinon, en l'occurrence, c'est une position qui sert très très peu aujourd'hui. Ensuite, on va arriver dans tout ce qui va être cardio, hyper cardio, super cardio, méga cardio. Enfin voilà, tout du cardio, c'est la teuf, il y en a plein. Et plus il y en a, et plus ça se resserre. Donc le cardio va prendre de façon basique ce qui se passe devant le micro. C'est tout simple. Pour reconnaître le devant de votre micro sur un statique, vous regardez la face frontale. Ce qu'on appelle la face frontale, c'est là où il y a le logo de la marque. Ça va être la surface où il va capter. Ça veut dire que si vous chantez devant un micro et que vous cherchez la face avant du micro, c'est là où vous voyez le logo. Le logo ne doit pas être de l'autre côté, il doit être face à vous. Et là, vous allez être sur la face frontale. Donc le cardio va prendre tout ce qui se passe devant, remontant un peu sur les côtés. Donc le cardio, c'est peut-être la position la plus utilisée, très agréable, puisque ça permet de reprendre un peu de pièces, mais pas trop. S'il y a plusieurs sources sonores, ça permet aussi de reprendre la source qu'on veut, mais pas trop aussi le reste, puisque... mettons, je sais pas, vous voulez reprendre un piano et vous êtes sur la table d'harmonique au niveau du grave, vous voulez vraiment avoir le grave sur la gauche par exemple, si vous prenez quasiment autant d'aigus dans votre micro que vous avez mis sur la table au niveau du grave, ça va être problématique après derrière puisque vous allez avoir les deux mélangés. Donc effectivement, un cardio dans ces cas-là va permettre de resserrer et de reprendre beaucoup moins les aigus et de plus taper dans le grave.
par exemple. Donc c'est la position peut-être la plus utilisée et celle que vous allez sûrement probablement la plus utiliser à la maison. Donc cette position en cardio. Ensuite, on a l'hypercardio, supercardio, méga cardio. Ce sont des cardio où on resserre le champ avant. À chaque fois, plus on monte en hyper, méga, machin et compagnie, plus on resserre ce champ avant. Donc ce qui fait qu'on va avoir un champ beaucoup plus serré à l'avant du micro. C'est-à-dire que si on désaxe, on va perdre quasiment du volume. Ça va pas faire non plus, hein, faut pas, voilà. Mais on va vraiment avoir une grosse perte en décibels. Donc il va falloir quand même rester relativement proche face à sa source, à la source. Le problème de toutes ces directivités qui resserrent ce champ avant, c'est que ça génère aussi un faisceau arrière à l'opposé. Et ce faisceau arrière, il peut être très problématique dans certaines prises. Par exemple, sur une caisse claire, Beta 57 ou SM 57. Beta 57, c'est un hypercardio, je crois, ou supercardio, bon, bref, il est beaucoup plus resserré qu'un 57. Le problème du Beta 57 en top caisse claire, donc au-dessus d'une caisse claire, c'est qu'en général, il va reprendre sur un faisceau arrière, il va aller taper dans la crash qui est juste au-dessus. Et ça, c'est problématique parce qu'on va récupérer de la crash dans la caisse claire. Et en plus, ça va être une crash avec un faisceau très serré qui va pas être joli. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire SM57 en top. Voilà. Plus qu'un Beta 57. Mais bon. Voilà. Ensuite, ce faisceau arrière-là peut être aussi dérangeant si vous êtes chanteur, que vous avez votre propre micro et vous avez du mal à vous décider SM58 ou Beta 58. Au-delà du fait que le SM58 a une meilleure restitution que le SM58, parce qu'il y a du Beta 58, c'est une meilleure restitution donc que le SM58. Maintenant, le choix, je pense qu'il se définit pas à cet endroit-là, pas en fonction de la définition, mais plus en fonction de quelle est l'utilisation que vous allez en faire. Si vous avez l'habitude de jouer sur des plateaux où vous avez toujours 2 retours de chaque côté, partez sur un Beta 58. Si vous avez toujours l'habitude de jouer dans les petits showcase, vous n'avez qu'un seul retour, soit vous le mettez sur le côté, soit vous prenez un SM58. Parce que si vous placez votre retour et vous n'en avez qu'un seul face à, vraiment devant vous avec un Beta 58, le faisceau arrière du Beta 58 va taper en direct dans le retour et vous allez avoir des problèmes de Larsen, donc ça va être super désagréable. Donc soit vous avez 2 retours pour mettre de chaque côté, soit vous avez qu'un seul retour et ça vous dérange pas de l'avoir que d'un seul côté qui tape que dans une seule oreille. Maintenant, si vous voulez avoir un seul retour et que vous voulez entendre quand même des 2 oreilles, prenez un SM58, pas un Beta 58. Donc votre choix d'achat de micro, Beta 58 ou SM58, pour citer que ces deux-là, hein, faites-le en fonction de là où vous avez l'habitude de faire vos concerts. Nous arrivons sur la 3e partie, les conseils pratiques. Alors, on va commencer avec les micros USB. J'en ai pas parlé avant. Je ne connais pas tous les micros USB. Les quelques que je connais, c'est type micro Yeti, tous ces trucs-là, des trucs YouTube en fait. Tous ces micros-là qui sont très processés. Ça veut dire que le signal, il est travaillé en fait avant d'arriver dans votre séquenceur. Et malheureusement, ça donne un signal qui est difficilement travaillable. Ça veut dire que si ça sonne pas direct tel quel, faut pas vous dire je pourrais le faire sonner après. C'est tellement étriqué de partout que vous allez rien réussir à en obtenir. Donc moi je déconseille ces micros-là de type USB si vous voulez vraiment faire de la musique avec, de la prise de son un peu sérieuse et compagnie. Enfin autre chose que de la voix off pour faire du YouTube, moi je vous le déconseille. Maintenant à prendre avec des pincettes, hein, je serais peut-être très étonné en entendant d'autres micros USB. Je les connais pas tous, il y en a peut-être dans le tas qui sont beaucoup mieux. Pour l'instant j'en ai pas entendu, après je les ai pas tous entendus non plus. Au niveau du choix d'achat de micro. Si vous voulez acheter un micro, là aujourd'hui, un premier micro, et que vous avez 4000 euros, vous vous dites j'ai 4000 euros à mettre dans un micro, je vais prendre un truc à 4000 balles et je vais avoir un micro superbe et je pourrais tout faire. C'est une erreur. Si tu as 4000 euros à mettre dans un micro, je t'inviterai à prendre 5, 6, 7, 8 micros au lieu d'en prendre qu'un seul. Et tu seras beaucoup plus performant et tu travailleras beaucoup mieux avec 8 micros, beaucoup moins cher qu'avec un seul micro à 4000 euros. Alors je dis pas que le micro à 4000 euros est pas bien, j'ai des très bons micros. Le seul truc c'est qu'un seul micro super bien tout seul, c'est moins utilisable, c'est moins exploitable qu'une multitude de micros et d'avoir le choix dans ce qu'on va utiliser. C'est ça qui est important, c'est d'adapter le micro avec la source. Alors avec son micro à 4000 balles, on peut rien adapter, on n'a pas le choix, on n'utilise que ça dans toutes les configurations et surtout dans des configurations où ça ne va pas fonctionner. On va justement voir après pourquoi ça ne peut ne pas fonctionner. Donc, je vous disais, si vous avez un peu d'argent et vous voulez acheter un super micro, achetez plusieurs micros au lieu d'en acheter un seul. Après, si vous faites toujours la même chose, vous enregistrez que votre voix avec votre piano, c'est toujours la même chose. Oui, vous pouvez partir dans un line-up très détaillé qui va très bien fonctionner avec ce que vous faites et de rester là-dessus parce que vous n'avez pas lieu de faire autre chose. Maintenant, si vous voulez faire un peu
ça, machin et compagnie, enregistrer une guitare de temps en temps, et puis enregistrer une petite batterie par-ci, une percu, voilà. Non, prenez plusieurs micros et pas qu'un seul micro, honnêtement. Au niveau du choix de micro, pour ce qui est d'un stat, en première référence, d'ailleurs, je vais le glisser là, depuis longtemps, alors je connais pas forcément toutes les dernières références, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent tout le temps. Maintenant, j'aurais tendance à garder une préférence pour le Audio-Technica AT3040 ou 4040. Non, je crois que c'est le 3040. C'est un micro qui vaut dans les 300 à 400 euros. Donc, on va dire oui, c'est horriblement cher. Pour certains, on va dire c'est pas cher. Voilà, c'est pour un prix d'un très bon micro, non, c'est pas cher. Pour le prix d'un micro, on va dire entrée de gamme, oui, c'est quand même une somme de mettre 300-400 euros dans un micro. Mais je dirais que ça, c'est un entrée de gamme qui, pour moi, est vraiment utilisable et offre tout son propre carré, enfin, à son plein potentiel. Alors, moi, j'en ai pas actuellement, j'ai pas de 30-40, mais je trouve que c'est un micro que je vais toujours conseiller en le moins cher possible parce qu'il a vraiment un caractère, car il va faire sonner beaucoup de choses, beaucoup de voix différentes, beaucoup de sources peuvent passer dedans et arrive à sonner au final. Et ça en fait un très bon micro à mon sens, et surtout pour son prix. Cher, pas cher, peu importe, mais globalement, c'est sur le prix qu'il a en entrée de gamme, ça reste un très très bon micro. Donc Audio-Technica AT3040 ou 4040 ou 4030, je sais plus, enfin allez chercher un micro entre 300 et 350-400 euros je crois à peu près, et c'est une très bonne capsule entrée de gamme, c'est celui que je conseillerais toujours aujourd'hui en fait, parce que voilà, ça reste un très bon micro. Ensuite, le choix électrostatique, un stat ou un dynamique. Alors on pourrait se dire, le stat, il est de meilleure qualité, donc il va être mieux qu'un dynamique. On a vu, la sensibilité du dynamique étant moins bonne, le stat ayant une meilleure sensibilité, on pourrait se dire, bah, il faut un stat, ça sera toujours mieux. Et ça, c'est une erreur, et c'est la première des erreurs qu'on peut voir en audio. C'est pas parce que c'est cher, ou c'est pas parce que sur le papier c'est mieux, que ce sera mieux à la fin. Ce qui est important, c'est d'adapter ce qu'on a besoin de faire avec ce qu'on a. Petite parenthèse là-dessus, justement, vous voulez faire juste du son à l'image, vous voulez de faire un plateau télé, par exemple, tout simplement, et ben utilisez des micro-cravates. Un micro-cravate, c'est une captation qui est dégueu, mais par contre, sur un type de son plateau télé, ça fait 30 ans qu'on voit des plateaux télé où c'est fait avec des micro-cravates, donc notre oreille s'est habituée à ce type de son. Et ça va avec, en fait, l'image. Donc, c'est en adéquation avec ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, à la limite, on n'aurait pas lieu de prendre une prise avec un stat super. Non. Le micro-cravate marchera très bien pour un son type plateau télé. Et ça fera très bien le job. Et c'est en adéquation avec ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, adaptez toujours le micro avec la source. Donc, le combat statique, dynamique, pour une voix, par exemple, pour une prise voix, pour moi, il n'a pas lieu. Ce qui va avoir lieu, c'est quel est le type de voix, le type de morceau, ce que vous avez besoin d'en faire. Là, vous allez enregistrer le type de pièce. Si vous avez une pièce cradingue et que vous mettez un stat, malheureusement, vous allez quand même reprendre de la pièce. Et ça va être encore pire que de reprendre avec un pauvre dynamique à 3 francs 6 sous. Le dynamique aura quelque chose de mieux, puisque ça sera plus facilement travaillé, et au moins on pourra en faire quelque chose de final. Alors que ce ne sera pas le cas avec le stat, où on aura quelque chose qui sera inexploitable. C'est pareil au niveau de la qualité d'exécution du musicien. Il peut arriver que certains chanteurs, très rock par exemple, qui ont des problèmes de gestion dynamique, des attaques vraiment trop puissantes à des endroits qui ne sont pas forcément des plus belles, donnent des prises sur des stats qui soient immixables derrière, inexploitables. Il y a tellement d'écarts qu'on en prend plein la tronche, mais on ne comprend rien à ce qui se passe, parce que la définition du micro, elle devient contre-productive avec l'exécution de l'artiste. Je dis pas que l'artiste est mauvais, c'est juste que c'est un type d'exécution qui va plus préconiser dans ces cas-là un dynamique plus qu'un stat. Et ça c'est à prendre en compte, parce que la prise avec le dynamique sera superbe, elle marchera direct, on aura une super prise de chant, enfin une super prise, que ce soit de chant ou d'un instrument, peu importe, mais on aura une très bonne prise qui correspondra avec la musique, ce qui sera pas avec le stat où on a une prise qui sera techniquement jolie, mais artistiquement pas belle. Et ça, l'artistiquement pas beau, on peut rien en faire. Si on entend tous les défauts et qu'on n'entend que des défauts, ça sert à rien. Vous allez rien en faire, vraiment rien en faire. Alors qu'il y a des micros qui vont vous permettre de juste prendre ce qu'il y a à prendre, donc ça sera parfait. Donc là, le conseil pratique là-dessus, c'est dur de définir, de dire, utilise ça. Pour ma part, quand je vais enregistrer un chanteur, souvent je lui demande, je mets la musique comme ça, et je lui demande de chanter en a cappella.
ou de chanter par rapport à on est dans la régie, je mets la musique, comme ça je dis, tu peux chanter s'il te plaît, je veux entendre ta voix pour savoir ce que je vais mettre comme micro. Mais en fait, au-delà d'écouter son timbre de voix, je vais écouter sa dynamique, la façon dont il se place d'un point de vue dynamique. Même des fois, en fait, ce que je fais, c'est que je vais mettre une perche, même pas avec un micro, ou juste avec le pas de vis, je lui dis, tiens, ça c'est le micro. Et je vais juste voir, en fait, s'il a tendance à faire ça devant le micro. Parce que malheureusement, s'il fait ça, et que vous mettez un dynamique, vous allez avoir des problèmes. Donc dans ces cas-là, s'il a tendance à beaucoup bouger, vous allez peut-être plus partir dans un stat. Le problème, c'est que si en plus de bouger, techniquement, il y a plein de choses qui vont pas au niveau de la dynamique, au niveau de la restitution, bah malheureusement, là, ça va être compliqué d'obtenir un résultat cohérent. Donc là, il va falloir lui dire, essaye de chanter proche de là. Parce que si vous mettez un dynamique, vous n'allez pas avoir quelque chose. Vous allez tout prendre, mais ce sera pas exploitable. Et si vous mettez un dynamique, le problème, c'est que lui, il bouge de trop, ce sera pas exploitable. Donc ça, c'est dans... Voilà, bon, ça va dépendre de la direction. Après, des fois, on peut avoir envie d'un son type dynamique, très sabré, très dynamique au niveau d'une voix, mais d'avoir un chanteur qui bouge beaucoup devant le micro. Et dans ces cas-là, de dire, bon, bah, je vais mettre un stat pour pouvoir capter, parce que je vais pas demander au musicien de se restreindre artistiquement dans son placement. Il fait son truc, je le laisse libre. Maintenant, techniquement, j'adapte la technique pour que ça sonne. J'ai la marge de manœuvre dans l'autre sens. Un peu plus compliqué dans l'autre sens en règle générale. Mais faites votre choix avec ça. Donc à distance, mis à part donner des codes globaux sur quel type de voix faut mettre ça va dépendre de l'exécution et aussi du morceau et du style qu'on veut aller chercher. Donc réfléchissez, écoutez surtout, ça c'est primordial, et dites-vous que votre prise doit être en corrélation avec ce que vous voulez de fini. Dernier petit conseil pratique en concernant les micros, si vous partez sur un dynamique généralement beaucoup moins cher, prenez un préamp avec, surtout sur un SM57 ou un SM7 par exemple, c'est primordial, il va falloir un préamp derrière. Le préamp de votre carte son ne sera pas suffisant pour restituer le gain qu'il va falloir sur un SM7 par exemple. Donc compensez le prix du stat avec un préamp, et vous allez voir aussi que n'importe quelle dynamique, un SM57 dans un préamp de carte son, ça sonne aussi beaucoup moins bien que dans n'importe quel préamp. Ce qui est un peu moins le cas dans un stat. Un stat va plus s'en sortir dans des préamps de carte son ou dans un préamp externe. Ça va réussir à gérer. Or, c'est pas trop le cas dans un dynamique. Je trouve que le dynamique nécessite vraiment un gros préamp derrière. Et là, on redécouvre le micro et c'est génial. Et je le trouve souvent difficilement exploitable sans préamp, en ce qui me concerne. Donc après, au niveau des références de dynamique, SM57, un micro qui avoisine entre les 80 et les 120 euros, ça dépend des périodes, c'est un prix qui varie beaucoup. Donc c'est, on va dire, un micro pas cher par rapport à bien des stats, mais c'est un micro qui peut être génial pour pas mal de sources et toujours exploitable aujourd'hui sans problème. C'est un très bon micro en studio, à condition de ce qu'on veut en faire. Si vous voulez enregistrer un piano et que vous voulez un beau piano super profond, ne prenez pas des prises au SM57, vous ne l'aurez jamais. Voilà, ça va être quelque chose de très dynamique, très rock'n'roll, mais pourquoi pas, ça peut très bien marcher. Et c'est pas parce qu'il vaut que 90-100 balles que c'est un micro de... non, il peut être très très bien. Le SM7 aussi très bien, RE20 très bien, enfin voilà, il y a pas mal de micros différents. Je vais pas tous vous les énumérer, je vais pas vous donner des caractéristiques à chaque fois dessus, ou peut-être qu'une vidéo pourrait le faire, mais je vois pas comment donner des sens à certains trucs. À ce moment-là, ça va être un peu compliqué. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker ou disliker. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!